Bonjour, je m'appelle Paul Willocks. Bienvenue à cette discussion qui est organisée dans le cadre du Festival de la francophonie à Washington. Je suis le consul honoraire de Luxembourg à Ottawa et aujourd'hui, j'ai le plaisir de discuter avec l'auteur Paul Schmitt de son livre « Un diplomate luxembourgeois hors pair ». Ce livre raconte l'histoire fascinante de Hugues Le Gallais, qui a joué un rôle clé dans la diplomatie luxembourgeoise. Monsieur Schmitt est certainement bien qualifié pour écrire ce livre parce qu'il est lui-même diplomate et actuellement ambassadeur de Luxembourg en Pologne. Monsieur Schmitt, qui était Hugues Le Gallais? Et quelles ont été les motivations pour écrire ce livre sur sa carrière? Bonjour, merci pour cette opportunité de présenter le livre sur un ambassadeur extraordinaire, à mon avis. J'étais en poste à Washington de 2002 à 2007 et il y avait des archives du gouvernement en exil, donc depuis 1940 jusqu'au début des années 2000, qui ont été ramenés à Luxembourg, qui ont été inventoriés en été 2002. Et donc, j'ai découvert le premier ambassadeur résident du Luxembourg aux États-Unis. C'était M. Hugues Le Gallais, qui venait d'une famille bourgeoise luxembourgeoise, donc qui possédait à l'époque la sidérurgie luxembourgeoise, Arbet, par la suite, aujourd'hui ArcelorMittal. Donc, il avait été en Asie, notamment en Inde et en Japon, pendant 10 ans, avant de revenir juste avant la Deuxième Guerre mondiale au Luxembourg et de repartir en mars 1940 en tant que premier ambassadeur résident du Grand-Duché aux États-Unis. Il devait y rester 18 ans fascinantes, surtout durant la Deuxième Guerre mondiale, pendant laquelle il a tout fait pour que la Grande-Duchesse et le gouvernement en exil viennent aux États-Unis et restent à Washington. Bon, ils étaient également en partie à Londres, à Montréal, entre différentes villes, entre différents pays, mais c'est Hugues Le Gallais qui était toujours présent auprès de l'administration américaine et qui, pendant ces 5 ans-là, a aidé à faire parler de Luxembourg, comme on dit en anglais, to put it on the map, put Luxembourg on the map. Et par la suite, il est resté pendant une durée de temps assez longue, 18 ans en tout, de 1940 à 1958, avant de prendre sa retraite de manière un peu précipitée et de retourner en Europe, de s'installer à Venise, ville d'où était originaire son épouse et où il est décédé en 1964. Donc, c'était un personnage assez flamboyant, quelqu'un qui avait toujours l'intérêt du pays devant soi et qui quand même avait ses idées fixes et qui œuvrait pour le bien du pays tout en essayant de connaître des gens intéressants, d'être dans la première ligne, disons. Il n'était pas nécessairement modeste, il n'était pas nécessairement en retrait, mais c'est quelqu'un qui a certainement des mérites. Donc, je suis tombé sur ces archives qui étaient quasiment intactes à l'ambassade à Washington, qui ont été inventoriées, qui ont été ramenées à Luxembourg, qui sont tout à fait librement accessibles aux archives nationales désormais et qui m'ont servi de base pour écrire cette biographie. Bon, c'est un homme intéressant. Vous avez déjà répondu à ma prochaine question, qui serait quelles sont les sources que vous avez utilisées pour ce livre? Outre les choses dans les archives, est-ce qu'il y avait d'autres sources? Oui, les archives qu'il a laissées couvrent les 18 ans de son activité professionnelle aux États-Unis. Mais en fait, comme il était né dans une famille proéminente et bourgeoise à Luxembourg, il y avait beaucoup de documents à retrouver, que ce soit à Luxembourg ou à Venise, où résident toujours son fils et son petit-fils. Cette famille m'a aidé beaucoup dans les recherches. Il y a des photos extraordinaires qui ont été préservées, des documents qui sont propriété familiale maintenant, mais qui ont été accessibles. Puis, j'ai aussi fait des recherches dans d'autres fonds d'archives, notamment aux États-Unis.
il y avait aussi, je dois l'avouer, des contributions de la Cour grand-ducale qui ont, à la fin de mes recherches, permis de manière très généreuse avoir un autre éclairage sur le personnage. Donc, il y a tout un assemblage de sources. Au Japon, en Inde, c'était peut-être un peu plus compliqué parce qu'il n'y a pas vraiment de traces. Mais par exemple, sur ses activités en Asie, il a ramené, de ces années-là, il a ramené une collection d'œuvres d'art et des antiquités qui sont assez considérables. Il y a un catalogue, il y avait une vente aux enchères chez Sotheby's. Il y a des œuvres qui sont encore dans des collections privées, d'autres qui sont dans des musées aux États-Unis. Donc, tout ça, c'est devenu un puzzle, c'est devenu un assemblage. Je m'étais concentré sur les années de guerre, disons, franchement. Et puis après, j'ai élargi. Donc, la famille a été d'un grand concours. Différentes archives privées à Luxembourg ou à l'étranger l'ont également été. Donc, et à la fin, je me suis dit, ah, voilà, ce personnage m'est devenu familier. Étant diplomate, j'ai compris certaines réactions, même si aujourd'hui, notre vie a beaucoup changé. On ne peut plus comparer les années 40 ou les années de guerre et encore aux années aux expériences qu'on peut avoir de nos jours. Mais donc, pour ce qui est des sources, c'était un processus assez long. Donc, ça a duré presque une vingtaine d'années où je me suis documenté au fur et à mesure et où, grâce à des contributions parfois inattendues, inespérées, j'ai pu, à mon avis, rendre un peu l'atmosphère et le caractère de ce personnage. Et quelles difficultés avez-vous rencontrées? Difficultés, bon, la période de la Deuxième Guerre mondiale est une période charnière pour beaucoup de nos pays. Et à Luxembourg, il y avait des discussions sur le rôle du gouvernement en exil. Il y avait, par exemple, déjà dans les années 80, le successeur en tant qu'ambassadeur à Washington, M. Georges Chaisbourg, qui avait écrit un livre retraçant les années de guerre du gouvernement en exil. Et parfois, il y avait des réticences pour donner accès à certaines archives privées. Je crois qu'il y a encore beaucoup de découvertes à faire. Il y a beaucoup d'éléments qui sont en discussion. Il y avait à un moment donné un débat entre historiens à Luxembourg auquel je ne souhaitais absolument pas participer. Donc, il y avait des non-dits ou des accès rendus un peu plus compliqués. Il fallait avoir la confiance de certaines familles pour avoir accès à des archives privées. Donc, il n'y avait pas vraiment de difficulté, mais c'était un processus très long. C'était un processus qui vraiment m'a pris une vingtaine d'années. Bon, j'ai eu mon activité professionnelle, mais à titre privé, j'ai souhaité laisser cette trace de la vie de quelqu'un qui est un peu oublié de nos jours et où encore, comme il y avait très peu de personnes qui sont encore en vie en ce moment, qui l'ont connu personnellement. Donc, c'était des sources indirectes. Et dans les archives familiales, j'ai mis un certain temps justement à avoir accès à certaines archives qui ont été quand même fondamentales pour comprendre le personnage en tant que tel. Et en général, qu'est-ce qui vous a fasciné chez Hugues Le Gallais? Un peu la volonté constante d'œuvrer pour le bien du pays, de se mettre en avant quand même aussi. Il avait un ego certainement assez développé. Je crois qu'il adorait être auprès des autorités luxembourgeoises, que ce soit la Grande-Duchesse ou le gouvernement, les accompagner auprès du président Roosevelt. Ses activités durant la guerre lui ont permis d'avoir accès au président américain à une douzaine de reprises. Donc, c'était quelqu'un qui avait le bien du pays, les intérêts du pays, mais à sa manière. Il y avait parfois
des rappels à l'ordre carrément de la part de son Premier ministre, de son ministre des Affaires étrangères, M. Dupont et M. Bech, qui ont pensé qu'il allait trop loin, qu'il jouait un peu au ministre, qu'il n'était pas. Il était fonctionnaire, donc il avait un certain devoir de réserve et il n'en faisait un peu qu'à sa tête. Donc c'était un personnage qui m'a parfois rire, qui était constant dans son ambition personnelle, mais aussi dans sa volonté surtout pendant la guerre. Je crois qu'il a vraiment essayé d'influencer les dirigeants luxembourgeois en exil pour qu'ils viennent à Washington, parce qu'il était convaincu que c'était le centre de la lutte, alors qu'il y avait bien sûr aussi le Royaume-Uni, il y avait le Canada, qui, comme les États-Unis étaient neutres au départ, donc le gouvernement a quand même pris la décision de s'installer en partie du moins, et surtout pour ce qui concerne les familles des membres du gouvernement et de la famille grand-ducale, de s'installer à Montréal. Donc, lui, son grand dessein, c'était d'avoir la grande-duchesse et dans une certaine mesure aussi le gouvernement près de lui à Washington. Donc, cette constance dans son ambition et cette constance dans sa vision pour le pays m'ont fort impressionné. Et quelles sont les traces laissées par ce personnage? Bon, il n'a pas agi seul. Hein. Il faut le dire aussi, il était chambellan de la Grande-Duchesse, donc il était une sorte de conseiller, un rôle qu'il prenait très à cœur. Il était donc chargé d'affaires et puis ministre plénipotentiaire. Et juste quelques années avant de partir à la retraite, il est devenu ambassadeur à titre plein et entier. Donc, il a laissé d'abord des archives qui sont assez bien ordonnées, qu'on peut retrouver telles quelles aux Archives nationales à Luxembourg, mais il a aussi été présent lors de toutes les grandes conférences. Le ministre le rejoignait pour une semaine lors de la signature, par exemple, lors des accords de Bretton Woods, lors des négociations pour les Nations Unies à San Francisco. Il a passé tout un mois là-bas. Le ministre Bech l'a rejoint. Les négociations pour le traité de l'Atlantique Nord en 1949, lui, il était là lors des grandes conférences préparatoires pour alors laisser le rôle politique à ses autorités. Donc, je crois que la politique étrangère post-guerre du Grand-Duché ayant permis d'être présent dans toutes les grandes organisations internationales, c'est en partie grâce à lui parce que, bon, il avait le privilège d'être en poste à Washington pendant ces années cruciales. Pour ce qui est de la construction européenne, il n'était pas autant impliqué, bien sûr, parce qu'il était de l'autre côté de l'Atlantique, mais il a laissé une trace dans la mesure où il a quand même montré le chemin. Il avait cette ambition de faire parler du Luxembourg, de le présenter sous le meilleur angle grâce à des moyens considérables personnels dont il disposait. Cette collection d'art asiatique a fasciné à Washington. Il avait des contacts privilégiés grâce justement à cette collection qu'il a montrée dans sa résidence officielle, qui était au Massachusetts Avenue, où est toujours notre ambassade actuellement. Donc, il est oublié en quelque sorte, mais il était présent lors de toutes les discussions, lors de toutes les grandes négociations pour les accords ou les traités ou les institutions que je viens d'énumérer, et bien d'autres encore. Oui, certainement un homme très, très intéressant. Quelle a été l'influence de sa famille? Il est né dans une famille donc, qui était propriétaire en quelque sorte de ce qui est devenu quelques années après sa naissance en 1911 Arbet, donc qui était la sidérurgie qui était à l'origine de la prospérité du Grand-Duché, en grande partie, du moins. Donc son père, son grand-père maternel, ils étaient des grands directeurs, dirigeants, propriétaires de Arbet, à tel point qu'il, du moins je crois au début des années 20, il croyait pouvoir mener une belle vie. Il a dû travailler, il est allé au Japon, en Inde d'abord, puis au Japon
pendant une dizaine d'années pour Columetta, qui était la firme qui permettait de vendre justement en Asie, dans d'autres contrées, les produits sidérurgiques. Donc, il était le représentant de la firme qui avait appartenu à sa famille. Puis, il est rentré. Je crois qu'on lui a proposé ce poste. Il l'a accepté tout de suite. Il est parti avec sa famille. Il avait épousé une dame de Venise qui était une descendante ou une apparentée des Doges. Donc, elle a hérité par la suite un palais fabuleux sur le Grand Canal, dans lequel réside encore la famille qui est connue à Luxembourg, le Ca del Duca. Et il avait acheté lui-même avec son épouse, en quittant Washington, un palais à l'opposé du Grand Canal, qui est fabuleux également, où il avait exposé sa collection. Donc, son épouse était un atout également considérable. Elle est décrite dans les journaux de Washington. Les réceptions, les dîners à l'ambassade à Washington étaient très courus, justement à cause de l'élégance et du savoir-vivre de Madame Le Gallais. Et je crois que de ce côté-là, il avait cette origine familiale, une parenté aussi avec M. Barbanson et M. Mayrisch, qui étaient les grands seigneurs de la sidérurgie dans les années 20. C'était un petit microcosme. Son épouse lui a ouvert d'autres horizons. Sa collection asiatique lui a permis des contacts également. Donc, la famille a certainement joué un grand rôle, mais en quelque sorte, il était bien né, mais vu certains revers de fortune, je crois qu'il a dû quand même alors partir pour l'Asie et puis aller travailler aux États-Unis en tant que diplomate. Mais il a donné du sien, il avait des moyens, mais pas illimités non plus. Donc, voilà. Et en général, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'influence qu'il a laissée au Luxembourg? Influence, c'est peut-être un grand mot. Je crois justement cette manière de représenter, d'essayer de mettre le Luxembourg. C'est un pays qui était très mal connu aux États-Unis en 1940. Lorsqu'il y est arrivé, il y avait presque personne qui le connaissait, qui l'attendait. Il y avait un ambassadeur non résident qui n'est presque jamais, qui n'a jamais trouvé le chemin de Washington, qui n'arrivait pas à avoir dans les années 20 les moyens pour acheter une résidence. C'est grâce à la famille grand-ducale que Le Gallais a pu résider et travailler dans ce bâtiment magnifique qui avait été acquis en mars 1941. Et donc, il a laissé l'influence de quelqu'un qui a essayé de mettre le Luxembourg au centre de l'attention de l'administration américaine, avoir accès auprès du secrétaire d'État, du Undersecretary de l'administration Roosevelt et par la suite aussi. Je crois que là, il a eu une certaine influence personnelle qui lui a permis également de toujours avoir un bénéfice pour son pays, pour les autorités de son pays, pour son pays en général. Aussi, par exemple, pour le ravitaillement après la Deuxième Guerre mondiale, pour l'Arbet qui était en quelque sorte sous séquestre. Donc, lui et quelques autres ont essayé de tout faire pour défendre les intérêts du Luxembourg. Donc, de ce côté-là, le ravitaillement et puis la reconstruction du pays doivent aussi une certaine contribution à M. Le Gallais. Et parlant des influences, qui a influencé le plus Hugues Le Gallais? Je crois que peut-être lui-même. Sa femme avait certainement une influence énorme. Elle poussait peut-être à être sur le devant de la scène, mais il y avait d'autres femmes qui ont joué un grand rôle. Sa mère est décédée très jeune, mais il y avait une dame qui est un peu connue encore, qui était sa secrétaire dès le début des années 40.
Elle est restée à l'ambassade jusque dans les années 70. C'était Madame Maloney, Eleanor Maloney. Elle était d'origine luxembourgeoise, du moins en partie. Elle était une nièce de Michel Rodanche, un grand poète et écrivain luxembourgeois. Et Madame Maloney était toujours là à ses côtés. Elle tenait le bastion en quelque sorte. Lui, et sa femme et son fils unique, ils passaient 1-2 mois et davantage en Europe en été. Ils avaient une maison dans le Maine. Il a été accrédité à New York auprès des Nations Unies aussi à partir de 1945. Donc, il se déplaçait à New York. Il devait donc aller à San Francisco pour les négociations de la charte des Nations Unies. Donc, il était absent pendant des semaines et des mois entiers. Et c'était Madame Maloney, du moins pour la partie professionnelle, elle avait une influence non négligeable sur le fonctionnement de cette ambassade. Et par exemple, ils se sont écrits quasiment tous les jours, tous les 2 jours. C'est d'ailleurs quelque chose pour les difficultés de retracer la manière dont ils ont coopéré. Donc, à un moment donné, pendant la guerre, lui et l'aide-de-camp de la Grande-Duchesse ont échangé des lettres quasi quotidiennes ou 2-3 fois par semaine. Par la suite, avec sa secrétaire, du moment qu'il était absent en voyage professionnel ou privé, il a aussi écrit et laissé des traces de lettres très longues. Et donc, sans Madame Maloney, je crois que cette ambassade n'aurait pas pu fonctionner de la même manière. Mais c'était un binôme, ils étaient en tandem et ils se complétaient vraiment très bien. Et donc, je crois que ça, c'est peut-être, du point de vue professionnel, c'est la personne qui a le plus laissé de traces. Il y avait une autre dame que j'ai écrite qui était une dame qui a accompagné la famille grand-ducale, qui est restée près de la famille Le Gallais par la suite. Mais je ne peux pas dire qu'elle ait eu une influence, mais c'était un personnage assez intéressant aussi. Donc, il y avait un ensemble de personnes, des dames autour de lui, son épouse, Madame Maloney, cette comtesse Linard, sa mère, certainement ses sœurs. Il avait 3 sœurs que je l'ai décrites qui avaient des vies assez différentes, la sienne, mais très particulières aussi. Donc, je crois qu'il était entouré par... Il avait un fils unique, donc, mais il avait surtout des personnages féminins autour de lui qui l'ont certainement influencé, qui l'ont fait devenir ce qu'il est devenu. Et pendant cette période dramatique de l'histoire, quel a été le rôle de la grande-duchesse Charlotte et du gouvernement de Luxembourg, surtout pendant la Deuxième Guerre mondiale? Bon, vous savez que le Luxembourg a été envahi le 10 mai. La famille grand-ducale et le gouvernement sont partis à Paris, puis dans le sud de la France, 3 jours en Espagne, puis quelques semaines, quelques mois au Portugal. Et par la suite, l'époux de la grande-duchesse, le prince Félix de Luxembourg, et les enfants sont partis déjà à la mi-juillet aux États-Unis sur invitation du président Roosevelt. La grande-duchesse, sa mère et les membres du gouvernement, au fur et à mesure, sont partis tout début octobre. Et puis, se poser la question, Washington était neutre à l'époque, les familles étaient plutôt francophones, tout le monde ne parlait pas nécessairement l'anglais. Scolariser les enfants était certainement plus facile à Montréal. Le Canada ayant ce lien avec le Royaume-Uni, une partie du gouvernement était à Londres, l'autre était à Montréal, Monsieur Le Gallais était à Washington. Parfois, c'est difficile de comprendre comment ils se téléphonaient, ils s'écrivaient des téléx, ils écrivaient de longues lettres. Et donc, c'était un va-et-vient continuel qui est très difficile à retracer aujourd'hui. Bon, heureusement que toutes ces lettres sont préservées. On ne peut pas comparer cette interaction entre différents personnages. La grande-duchesse et le gouvernement avaient l'ambition de retourner au Luxembourg, de contribuer à la libération, de rappeler à la conscience du président Roosevelt et des autorités des pays libres que le Luxembourg n'avait commis aucune faute, était un petit pays qui voulait tout simplement retrouver sa liberté.
ça a réussi. Ils sont retournés en 44, septembre 44 jusqu'en avril 45, le retour de la Grande-Duchesse. Donc, ils ont décidé, en partie pour les familles, de rester au Canada. Chacun a interagi. Le Galet, je l'ai dit, était donc très proche de la Grande-Duchesse, ce que j'ai découvert un peu sur le tard grâce à l'accès de certains documents, de certaines archives, très tard dans le cadre de mes recherches. Et puis, il était quand même loyal dans une certaine mesure par rapport à son ministre, M. Joseph Bech, le ministre des Affaires étrangères pendant 33 ans, et par rapport au Premier ministre Pierre Dupont. Mais il a toujours essayé de jongler entre les deux, ce qui n'était pas toujours évident. Il a toujours réussi à... Parfois, il y avait des discussions au sein du gouvernement entre les différentes autorités de l'exécutif, donc sur la voie à tracer, d'abord quitter la France, puis quitter le Portugal, partir à Montréal, ne pas abandonner la lutte qui était menée par d'autres souverains et chefs d'État à Londres. Donc, c'était une discussion continue. C'était un débat qui n'était pas un long fleuve tranquille, avouons-le, mais que Le Galet a essayé d'influencer, surtout dans son propre intérêt, parce qu'il était convaincu que du moment que la Grande-Duchesse et le gouvernement étaient tout près de lui à Washington, il savait mieux les influencer et contribuer, grâce à leur voix et leur autorité, à davantage encore faire briller le Luxembourg à Washington. Il n'avait pas nécessairement à l'œil les intérêts, parce qu'il n'était pas encore à l'époque accrédité au Canada, il a été beaucoup plus tard au Mexique, au Canada. Donc, à l'époque, il ne se rendait pas nécessairement à Montréal. Il espérait que tout le monde revienne à Washington, mais en fait, différents ministres étaient plus à Londres. Le prince Félix, l'époux de la Grande-Duchesse, et donc la Grande-Duchesse, après leur fils aîné, le prince héritier Jean, sont allés à Londres. Ils lui ont échappé en quelque sorte. Il n'a pas pu résister, bien sûr, parce que c'était dans la logique de se rapprocher du Grand-Duché, d'être là pour la libération. Et donc, il avait son agenda à lui, disons. Il avait ses ambitions à lui et il a tout fait sans faute, je dirais quand même s'il y a eu des couacs. Hein, mais ça, il faut le lire en détail pour ceux que cela intéresse. Il y a eu des moments difficiles, de toute façon, être exilé, être réfugié, comme l'étaient les Luxembourgeois. Il faut se rappeler que le 10 mai 1940, par la suite, 50 000 Luxembourgeois sur 260 environ étaient partis pour la France. Une grande partie du pays avait été évacuée. Donc, c'était la Grande-Duchesse, le gouvernement, beaucoup de Luxembourgeois qui les avaient accompagnés du moins jusqu'au Portugal, certains membres de la communauté juive ayant réussi aussi de partir pour les États-Unis, pour d'autres pays encore, sous des conditions extrêmement difficiles. Mais c'était des exilés, c'était des réfugiés, c'était une situation extrêmement douloureuse. Le Galet avait le confort de s'être installé à Washington dès le mois de mars, donc il avait une certaine base logique, mais il manquait de moyens aussi au tout début. Donc, les premiers mois de cet exil étaient très, très, très douloureux, je dirais. Donc, au moins difficile à coordonner, difficile aussi à rester en contact d'une manière ou d'une autre. C'était possible grâce aux messages qui ont commencé le 5 septembre, je crois, avec le premier discours de la Grande-Duchesse à la BBC. Donc, il y en a eu d'autres, même le Galet, le Premier ministre, ou le ministre d'État, comme on l'appelait à l'époque, le ministre des Affaires étrangères. Ils se sont tous adressés à intervalles réguliers, plus ou moins réguliers, aux Luxembourgeois qui étaient restés au pays, qui enduraient un sort très, 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 très difficile. Pendant vos recherches, vous avez sans doute découvert beaucoup d'histoires intéressantes. Quelles histoires ont été les plus marquantes et
et les plus difficiles à écrire? Bon, je ne vais pas tout révéler, mais il y en avait qui m'ont vraiment carrément fait éclater de rire lorsque Monsieur Le Gallais était tellement impressionné par l'aura de la Grande-Duchesse, par exemple, qu'il est allé jusqu'à lui écrire des lettres qu'on peut qualifier de très personnelles. Mais j'ai découvert par la suite que ses sœurs avaient connu la Grande-Duchesse et ses sœurs à elle durant leur enfance et leur jeunesse. Donc, il y avait un lien que j'ai découvert par la suite. Il y avait des relations difficiles avec l'un ou l'autre membre du gouvernement. Il y avait le ministre de la Justice, M. Botson et M. Le Gallais, qui par moments ne s'entendaient pas trop. Donc, il y avait des histoires qui sont parfois, avec le recul aussi, amusantes, qu'il fallait mettre dans le contexte. Par exemple, toutes ces lettres que j'ai découvertes par la suite m'ont fait découvrir un personnage qui jouait un tout petit peu sur deux tableaux, qui était absolument fidèle à la Grande-Duchesse, tout en informant de manière différée peut-être parfois ses autorités directes, le gouvernement. Donc, tout ça, ça donne un tableau, mais il n'y avait rien de dramatique, rien de malhonnête, certainement pas. Il était tellement convaincu du fait que tout devait se passer à Washington, que les États-Unis seuls étaient ceux qui allaient libérer le Grand-Duché. Il y a cette fameuse phrase du président Roosevelt, I will bring you back to Luxembourg, my child, que le président Roosevelt aurait adressé à la Grande-Duchesse. Et pour Le Gallais, tout était axé autour de tout cela. Donc là, il y a des histoires parfois un peu qu'on peut considérer exagérées de nos jours. Aussi la vie sociale, par exemple. Il y a un commentaire qu'il a écrit à Luxembourg sur ses hôtes et le dîner qu'il avait offert à des hôtes très prestigieux. Donc, il a exagéré un peu dans la publicité qu'il voulait rendre à cet événement, mais pour lui, c'était à ce moment-là certainement un outil de travail, un moyen de faire parler de Luxembourg, de donner une bonne impression de Luxembourg. Et il a mis du sien avec son épouse. Il a continuellement essayé d'attirer l'attention sur son pays et défendre les intérêts de son pays. Merci beaucoup, Monsieur Schmidt, et félicitations pour votre livre. Je le recommande à tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de Luxembourg. Merci. Merci beaucoup. C'était un plaisir de dialoguer avec vous sur un livre donc, qui m'a personnellement apporté beaucoup également, qui m'a fait découvrir, je ne suis ni historien ni archiviste, mais j'ai discuté beaucoup avec des personnes beaucoup plus qualifiées pour parler de cette époque charnière pour l'histoire du Grand-Duché. Et voilà, le livre est traduit en anglais maintenant parce qu'il est épuisé dans la version dure, de copie dure, donc en français. Il est disponible auprès de l'éditeur. Il est disponible online en tant qu'e-book en français et maintenant de nouveau en tant que livre, mais traduit en anglais. Donc, dans le cadre de la francophonie, pour tous ceux qui veulent le lire en français, il faut le procurer de manière digitale. Donc, merci en tout cas pour votre attention, pour votre intérêt et très bonne journée ou soirée. Merci beaucoup. Merci. Merci.